Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique Éco, un numéro aujourd'hui dédié à la critique de nos institutions politiques en France, mais plus généralement dans toutes les sociétés occidentales. Pour en parler, je reçois Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Valérie Bugeaud, je rappelle donc que vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste, aujourd'hui analyste de géopolitique, juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, du Nouvel esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec le regretté Jean Rémy, La nouvelle entreprise, et nous allons donc parler, on l'avait déjà évoqué, cet ouvrage, les raisons cachées du désordre mondial. Aujourd'hui, c'est pour parler de nos institutions politiques. Vous avez consacré 4 articles sur le sujet à la fin de cet ouvrage. Vous faites donc un constat très fort, Valérie Bugeaud, je vous cite en substance, le régime parlementaire tue la démocratie. Est-ce qu'on est encore en démocratie en France ? Alors, c'est un vaste sujet. Quand on parle de régime parlementaire, il faut préciser qu'il s'agit du parlementarisme représentatif qui a été mis en œuvre au moment de la Révolution française. Effectivement, quand on observe les rapports de force qui ont généré ce changement de régime politique, eh bien, on constate qu'en réalité, c'est le grand mouvement de la bourgeoisie commerçante, qui a été mené par les banquiers en arrière-fond. Les banquiers n'étaient pas forcément apparents, mais c'est eux qui ont dirons-nous, financé et orienté les tendances idéologiques du moment. Parlementariste. Voilà, de façon à ce que s'impose ce nouveau régime. Et le parlementarisme représentatif est adossé entièrement au système des partis politiques. Et il faut comprendre quand même que le système des partis politiques est une imposture à plus d'un titre. Premièrement, ça repose sur des élections permanentes, très récurrentes et qui coûtent très cher, donc ça demande des financements. Deuxièmement, il n'y a pas la durée. C'est un régime qu'on prétend politique, mais pour être politique, un régime doit bénéficier de la durée, du long terme, de façon à pouvoir mettre en œuvre des décisions et en constater les effets. Donc ça n'existe pas. Troisièmement, ce régime a été également adossé au principe de séparation des pouvoirs que Montesquieu a théorisé, mais qui a été d'une certaine façon interprété par ce nouveau régime en distinguant, comme tout le monde le sait, 3 pouvoirs. Mais peut-être que nous allons en parler tout à l'heure. Exactement, et ce sera l'objet de plusieurs questions au milieu de notre entretien, Valérie Bugeaud. Cette démocratie, on le voit en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes en évolution. Cette démocratie est en pleine crise, une crise de la légitimité justement du pouvoir politique. Comment l'expliquez-vous, cette crise de légitimité ? Eh bien, en fait, cette crise de légitimité a toujours existé, sauf qu'elle était inapparente. Et que maintenant, comme on est au fond, au bout du processus, les choses deviennent visibles. Et à partir du moment où elles deviennent visibles, on comprend que le phénomène économique a pris le contrôle du phénomène politique. Et on comprend que les hommes politiques sont en réalité des hommes de paille qui ne sont... Le vrai pouvoir n'est pas politique, il est économique. Le vrai pouvoir est économique et ce sont les entités économiques qui donnent les véritables orientations que suivront les hommes politiques qui sont chargés de faire l'interface. Un peu comme si vous voulez, c'est un jeu de dupes, un jeu d'acteurs. C'est une mise en scène d'une réalité qui n'a rien à voir. Une mise en scène apparente, politique, d'une réalité qui est tout à fait différente. Et ces gilets jaunes, parfois, on peut constater qu'ils sont un petit peu dans une sorte de brouillard idéologique. Et justement, vous l'écrivez dans l'un de vos articles, Valérie Bugeaud, une réalité qui n'est pas clairement et consciemment perçue par les populations, le fait que le véritable pouvoir soit caché. Voilà, le pouvoir économique qui est caché derrière le pouvoir politique. Absolument, mais un pouvoir politique vidé totalement de sa substance. Voilà. Donc je pense que les gilets jaunes sont à l'avant-garde du renouveau politique, si vous voulez. Et que peut-être que idéologiquement, ils sont dans un espèce de brouillard, mais ils ont bien compris, en revanche, qu'il y avait beaucoup d'impostures derrière tout ce qu'on leur présentait, puisque eux sont les premiers à constater des effets qui n'ont aucun rapport avec les événements
officialisé ou annoncé. Donc, si vous voulez, je pense que le renouveau politique passera par les Gilets jaunes. Et il passe déjà par les Gilets jaunes, puisque ce sont les premiers à s'être dressés, finalement, face au pouvoir économique caché, de moins en moins caché. En se mettant, évidemment, enfin, ils sont face au pouvoir économique. Eux savent qu'ils sont face au pouvoir économique, mais ils ont quand même l'interface politique qui fait le tampon entre ces deux éléments, entre l'élément politique réel que sont les Gilets jaunes et l'élément économique réel que sont toutes les multinationales et les grandes banques. Alors vous êtes l'une des seules à le relever, ce fait, Valérie Bugeaud, le fait que en fait, les deux mamelles du réel pouvoir, donc du pouvoir économique, c'est l'anonymat des capitaux. Et par ailleurs, les paradis fiscaux, mais qui ont été créés après. Oui. Parlez-nous donc de l'anonymat des capitaux. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça induit? J'ai envie de vous parler de l'anonymat tout court, puisque effectivement, ce grand renversement politique qui a été généré par la Révolution française n'a pu aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui que pour deux raisons, l'anonymat politique et l'anonymat des capitaux. Et les deux sont liés en réalité. Dans la mesure où vous cachez les véritables décideurs. Donc vous rendez anonyme le pouvoir politique réel. Ça, c'est la première chose. Et ça s'est fait par le biais justement des institutions, et en particulier des institutions représentatives, avec la mise en forme selon la prétendue séparation des pouvoirs de Montesquieu. Et deuxièmement, une fois que ces gens-là ont été au pouvoir, de façon cachée, mais quand même au pouvoir économique, et au pouvoir politique, c'est-à-dire qu'ils ont pu générer les lois qui leur convenaient pour développer leur puissance. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? C'est de développer leur anonymat économique. Donc c'est ce qu'on a appelé l'anonymat des capitaux. L'anonymat, on peut techniquement, fonctionnellement, on peut parler du contrat de commande. Ensuite, on a eu la société en nom collectif. Ensuite, on a eu la commandite. Le contrat de commande, c'est la commandite simple. Ensuite, la commandite par action. Et en 1867, 24 juillet 1867, on a la première loi sur les sociétés commerciales. Ça, c'est le début, si vous voulez, de l'anonymat. C'est pas un anonymat qui est parfait. Mais si vous voulez, aujourd'hui, 100 ans, 130, 140, 150 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a les groupes multinationaux cachés derrière une multitude d'apparences juridiques plus ou moins formelles et plus ou moins opaques. La plupart sont très opaques, selon le modèle anglo-saxon qui a été le modèle dominant. Je parle du droit, le modèle de droit dominant. Donc aujourd'hui, l'anonymat, il est partout en fait. Quand on veut se retourner quand on veut chercher une responsabilité, que ce soit au niveau politique ou au niveau économique, eh bien on la trouve pas. Parce qu'elle est très difficilement accessible. Tout a été fait, si vous voulez, pour la rendre accessible. Donc pour résumer, pour faire un brin d'histoire vraiment rapidement, Valérie Bugeaud, ce changement, vous le faites même remonter aux grandes découvertes, donc à la découverte du continent américain, ensuite avec la Révolution française, ensuite la Révolution industrielle. Pour vous, c'est ces trois grandes phases qui ont amené les accaparateurs de richesses à prendre le pouvoir. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement des grandes découvertes a permis aux détenteurs du pouvoir économique, et en particulier aux financiers, de prendre plus de poids dans la société. Et à partir du moment où ce poids a atteint une certaine dimension, il a pu se manifester politiquement. Et c'est là qu'on a eu le renversement du régime politique de l'Ancien Régime. Donc, si vous voulez, c'est une période, c'est par étapes que ça s'est fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous expliquez, Valérie... Excusez-moi, c'est la masse critique du pouvoir économique qui a permis le renversement des institutions politiques et qui, après, a permis le développement de façon exponentielle des capacités d'accaparement. À la disposition du pouvoir économique. Avec donc l'avènement des banquiers, donc ce que vous appelez les banquiers commerçants, ensuite avec la construction européenne, ensuite avec le développement de ces institutions économiques internationales que sont l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la BRI, la Banque des règlements
internationaux, et enfin le FMI, donc toutes ces organisations qui organisent en fait, au lieu de contrôler voire de réguler, en fait organisent l'anonymat des capitaux et le contrôle des monnaies. Absolument. Alors il faut, si on veut remettre un peu dans un certain ordre chronologique, il y a d'abord l'avènement des banques centrales qui ont permis aux banquiers de centraliser le contrôle et l'émission des monnaies, l'émission monétaire, au détriment du pouvoir politique qui n'existait déjà plus beaucoup, enfin selon les cas oui ou non, mais enfin de toute façon il était voué à disparaître. Deuxièmement, on a eu en 1930 l'avènement de la Banque des règlements internationaux. Ça c'est tout à fait fondateur. Hein. La Banque des règlements internationaux est un des piliers de ce système mafieux au niveau international. Ensuite, on a eu les accords de Bretton Woods, et donc le FMI et la Banque mondiale. Et puis enfin, on a eu d'abord les institutions européennes et ensuite l'OMC, qui en fait c'est la même mouvance, si vous voulez. Il n'y a pas de rupture idéologique dans tout ce mouvement. Il faut comprendre que à partir du moment où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les banquiers et les grands capitalistes ont commencé à avoir une masse critique qui leur a permis de renverser les pouvoirs, l'organisation politique des sociétés. Ils ont développé leur pouvoir par le biais des institutions, en instaurant et en généralisant le système des banques centrales, ensuite en centralisant les banques centrales elles-mêmes au sein de la BRI, et ensuite en développant tout un tas de structures financières et économiques qui étaient dévouées à la réalisation de leur objectif d'accaparement. C'est comme ça que les choses se sont faites. Et effectivement, on a toujours un parallèle entre le développement financier et le développement institutionnel. Donc les deux sont liés depuis l'origine, si je puis dire. Et donc pour revenir également sur l'organisation des partis, évidemment les partis dépendent du financement des banques, et en fait c'est de ces partis que sont propulsés, à partir de ces partis que sont propulsés les candidats pour les élections législatives et l'élection présidentielle. Donc en fait tout le régime parlementaire est appuyé sur ces partis qui sont eux-mêmes dépendants du système, du régime bancaire. Alors, si vous voulez, les partis politiques, c'est deux choses. Ce sont des collecteurs de fonds et des metteurs en scène, si vous voulez, qui mettent en scène, qui sont chargés de faire... Le spectacle démocratique. Le spectacle démocratique, mais surtout de faire de la... De ramener, mettre en scène. Oui, mais si vous voulez, d'amener des auditeurs, enfin d'amener des électeurs. Ouais. Donc c'est en fait, on est dans un mécanisme de séduction. Donc vous avez un parti, c'est un collecteur de fonds et un organisme de séduction. Voilà, c'est ça en fait. Et le problème... Mais qu'en est-il des partis dits anti-système ? Oui, par exemple, on peut citer comme le Rassemblement National, oui, alors, le problème, c'est que, si vous voulez, la République, la France Insoumise. Le système de parlementarisme représentatif génère un nombre considérable d'élections. Et les élections, ça coûte des sommes folles. Donc, pour assumer ces sommes-là, il faut que les partis collectent des fonds. Donc vous avez plusieurs possibilités pour collecter des fonds. Vous pouvez les avoir en interne, c'est-à-dire vos électeurs qui mettent la main à la pâte. Vous avez aussi des subventions publiques. Donc là, on reste dans un système, si vous voulez, relativement sous contrôle populaire, puisque c'est toujours l'argent public qui est en arrière-fond. Mais étant donné que cet argent-là devient rapidement insuffisant, la deuxième étape, c'est de faire appel à des prêts bancaires. Donc là, vous avez raison. Ensuite vient le contrôle des banques. Et puis, quand officiellement ces prêts ne peuvent plus suffire, eh bien, il y a toute la mise en œuvre d'un système mafieux de détournement d'argent public, etc., qui doit être mis en œuvre. Et c'est à ça qu'on assiste depuis fort longtemps. Souvenez-vous, c'est encore en cours devant les instances, devant les tribunaux, mais le financement, le gros scandale du financement de la campagne de Sarkozy par l'or libyen. Donc en réalité, si vous voulez, oui. Voilà, si vous voulez, tout ce système de gesticulation politique autour d'élections qui n'en finissent pas, alors que les gens pour lesquels nous votons sont cooptés
par l'organisation des partis est en réalité une vaste imposture. Les candidats ne sont pas choisis par le peuple, ils sont choisis par les partis. Absolument, les candidats sont cooptés par les partis et le peuple valide des choses dont ils ignorent à peu près tout. On va faire une pause tout de suite. Valérie Bugeaud, vous proposez donc dans votre ouvrage des solutions pour parvenir à une sorte de nouvel ordre politique pour s'opposer à ce que nos gouvernements appellent le nouvel ordre mondial. On va se retrouver dans un instant. Toujours en compagnie de Valérie Bugeaud, nous parlons donc des institutions politiques françaises et même plus globalement des institutions des pays occidentaux et du régime parlementaire globalement. Valérie Bugeaud, pour rétablir ou pour peut-être l'établir, cette démocratie, donc vous proposez de conserver ce qu'il y a de mieux et c'est original dans à la fois le régime monarchique et dans le régime républicain. Et à commencer donc par l'abandon du principe de séparation du pouvoir qui est la fondation, la base du régime républicain. Pourquoi abandonner cette séparation des pouvoirs de Montesquieu, donc des pouvoirs exécutifs, législatifs et de l'autorité judiciaire? Car, dites-vous, cette séparation a fait disparaître le pouvoir politique et uniformisé le monde. Effectivement, il y a les deux aspects. Le premier aspect, c'est évidemment un émiettement du pouvoir, puisque le pouvoir, historiquement, il faut savoir à quoi sert la politique. La politique, ça sert à organiser la vie en commun à l'intérieur d'un territoire. À partir du moment où vous devez organiser la vie en commun, vous devez être maître des règles qui s'appliquent. Vous devez donc être capable de les émettre ou de les supprimer. Vous devez être capable de les faire appliquer. Et vous devez être capable de les sanctionner du point de vue, quand on se prétend en démocratie de pays de droit, vous devez mettre en œuvre un système juridique qui permet de valider les situations qui peuvent se présenter concrètement par rapport aux règles qui sont des règles abstraites par hypothèse. Donc le pouvoir politique doit détenir tous les pouvoirs pour imposer sa volonté. Sinon, il n'existe pas, tout simplement. Ouais. En fait, le pouvoir politique, c'est le pouvoir soit le pouvoir existe, soit il n'existe pas. À partir du moment où vous séquencez tous ces éléments du pouvoir, tout en gardant tout à fait caché dans l'obscurité et surtout en n'évoquant jamais le pouvoir monétaire, qui est quand même le fondamental, puisque si vous n'avez pas les moyens financiers de mettre en œuvre vos décisions, il ne se passe rien. Donc en réalité, si vous voulez, cet émiettement du pouvoir en trois prétendus pouvoirs, qui ne sont qu'en fait une parcellisation du pouvoir, en omettant de détailler le pouvoir monétaire, c'est en fait la mise en œuvre d'une imposture institutionnelle. C'est en réalité, et c'est à ça que ça a servi, à faire disparaître le pouvoir politique. En effet, pour que le pouvoir économique puisse prendre ses marques et marquer sa prééminence. Pourquoi, en réalité, ça a été la mise en œuvre de l'avènement politique du pouvoir économique. Pourquoi disiez-vous que cet esprit de la séparation des pouvoirs a en fait été détourné de son origine, de sa volonté première? Alors, j'ai lu il y a quelques décennies ou quelques années, évidemment Montesquieu. Et Montesquieu n'était pas aussi radical. Montesquieu, il mettait quand même en œuvre il mettait en avant une problématique d'équilibrage du pouvoir. Mais en réalité, quand on voit, si vous voulez, avec le recul historique, ce que ça a concrètement donné au niveau des institutions, on ne peut que se poser la question de savoir si, effectivement, Montesquieu n'a pas été mandaté par le pouvoir économique pour finalement engendrer une forme d'idéologie de façon à casser la réalité du pouvoir politique.
Néanmoins, je ne suis pas historienne, j'ai pas d'informations définitives sur ce sujet, mais il serait intéressant. En tout cas, le résultat va dans ce sens-là. Donc, il serait intéressant maintenant de savoir si Montesquieu n'était pas sous une allégeance ou une autre, s'il n'était pas sous domination ou si on lui a pas carrément donné une mission idéologique. Ça, je ne peux pas l'affirmer. En revanche, c'est vrai que dans beaucoup de choses de ce que dit Montesquieu restent aujourd'hui encore valables. C'est-à-dire qu'il faut créer pas un pouvoir absolu, mais un pouvoir équilibré. Or, justement, ce qu'on constate, c'est que dans cette nouvelle formulation des institutions politiques, eh bien, justement, il n'y a plus d'équilibre parce que tout est caché et, en réalité, le pouvoir absolu, il est dans les mains, justement, des détenteurs de capitaux. Donc, c'est la mise en œuvre d'un pouvoir absolu, mais de façon détournée, de façon cachée. Donc, en réalité, toutes ces institutions n'ont eu que pour un seul effet, c'est de dissocier la réalité du pouvoir avec la responsabilité qui va avec. Et à partir du moment où ces deux éléments sont dissociés, on est dans l'imposture et on ne pourra jamais remettre, si vous voulez, on ne peut pas réparer ça, puisque c'est de façon systémique, le pouvoir a été détourné subverti, détourné de son origine et de sa réalité. On peut dire la même chose sur la monnaie. Et justement, à partir de cet abandon de la séparation, du principe de séparation des pouvoirs, vous dites qu'on renonce même au principe même de la Constitution. La Constitution, donc la Ve République, c'est la Constitution qui régit les institutions politiques françaises. Oui. Tout ça, c'est... Mais non, mais il faut comprendre à quoi sert une Constitution. La Constitution est née avec ce régime représentatif et avec la séparation des pouvoirs. La Constitution, c'est quoi ? Des pétitions de principe, les droits de l'homme, les droits économiques et je ne sais quoi. Et puis c'est l'organisation des différentes branches du pouvoir entre elles. À partir du moment où vous réunissez le pouvoir politique en un vrai pouvoir, il n'y a plus besoin d'organiser la relation entre ces branches, vous comprenez ? En fait, c'est mécanique, c'est fonctionnel. La Constitution n'a pour fonction réelle, pour fonction juridique réelle, que d'organiser la séparation des pouvoirs. À partir du moment où vous remettez en cause la séparation des pouvoirs, la Constitution n'a plus d'intérêt. Voilà. Alors, autre chose avec l'abandon du principe de séparation des pouvoirs, vous proposez une version modernisée des corps intermédiaires qui fonctionnaient sous l'Ancien Régime. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces corps intermédiaires ? Alors, déjà, je voudrais insister sur le fait que une des raisons qui font que le régime parlementaire représentatif est une imposture est justement que les décisions de loi, enfin les lois qui vont être élaborées, alors vous savez qu'il y a l'initiative appartient conjointement au Parlement et au pouvoir exécutif, mais ce qui d'ailleurs va à l'encontre du prétendu système de séparation des pouvoirs qui est mis en œuvre. Parce d'ailleurs, c'est l'exécutif en fait qui légifère 80% de ce alors aujourd'hui, maintenant, c'est devenu monnaie courante, mais du temps où le parlementarisme a été mis en œuvre, on a dit celui qui fait les lois, celui qui a l'initiative des lois n'est pas celui qui doit les faire appliquer. Voilà. Donc d'où la différence entre exécutif et législatif. En réalité, comme ce sont les partis politiques qui sont amenés au pouvoir, le parti qui gagne des élections envoie des hommes à la fois au législatif et à l'exécutif. Donc en réalité, cette séparation des pouvoirs dont on nous bassine... L'exécutif n'existe plus. Hein. Non, le législatif n'existe plus. La séparation des pouvoirs dont on nous explique que c'est la quintessence de la démocratie, en réalité, elle n'est pas mise en œuvre. Puisque par le biais des partis politiques, la concentration des pouvoirs est effective. Voilà, puisque ce sont les partis qui gagnent les élections qui envoient des hommes dans toutes les branches du pouvoir. Donc, et puis, je rentre même pas dans le détail du prétendu pouvoir judiciaire qui, de toute façon, est administrativement organisé par l'exécutif et qui n'est chargé que de dire le droit, c'est-à-dire que ne maîtrise pas si vous voulez, la règle, la création de la règle, et ne maîtrise pas non plus ce qu'il en adviendra après, est-ce que sa décision sera vraiment effective. Donc une autorité judiciaire, c'est la moindre des choses, mais au-delà de ça, c'est même pas une véritable autorité. Tout ça est totalement dépendant des gens qui sont dans les partis, qui gagnent les élections et qui mettent en œuvre l'intégralité des pouvoirs. Donc la réalité, en vérité, la séparation des pouvoirs n'est pas du tout mise en œuvre. Elle est
formalisée. Donc plus besoin de l'abandonner alors, si elle n'est pas mise en œuvre. Oui, enfin, si, parce qu'il est besoin de faire corréler la réalité avec l'apparence. Et là, il y a une apparence de séparation des pouvoirs qui n'est pas mise en œuvre. Et moi, ce que je propose, enfin, c'est certainement pas la seule, c'est de recorréler tout ça, d'expliquer pourquoi c'est une imposture au départ et pourquoi c'est une double imposture, parce que non seulement on nous fait croire qu'on vit dans ce pays-là, mais enfin dans ce régime politique-là, mais en réalité, il n'est même pas mis en œuvre. Donc, sur ces corps intermédiaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionnait ? Parfaitement. Mais je voulais juste mettre l'accent sur le fait que le régime parlementaire représentatif, en fait, ne permet pas de générer une représentation politique des différentes tendances qui traversent une société et qui font la cohésion sociale. Quand vous avez un Parlement qui fait des lois, en fait, les lois, elles sont décidées soit par des organes de l'exécutif, soit par des experts, soit par des tractations de couloirs, mais en réalité, les choses sont relativement opaques. Et si vous voulez... et ça, c'est les leçons de l'histoire. On a bien vu qu'en réalité, il y avait des courants dans la société qui, systématiquement, étaient, sinon oubliés, du moins dévalorisés, dépréciés dans la façon... Et d'autres surreprésentés. Alors là, ce qui est surreprésenté, c'est toute la fonction économique des banques et des multinationales, enfin des grosses entreprises anonymes. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat, eh bien, il devient simple de le résoudre, finalement, de résoudre l'équation. Il suffit de réorganiser politiquement une représentation des différents courants qui traversent la société. Alors j'ai proposé 3 courants, c'est-à-dire un courant économique, c'est-à-dire plutôt générateur de biens matériels, un courant que j'ai appelé non économique, mais qui en fait s'apparente à tous les services qui sont rendus dans une société. Le social, en gros. Pas forcément le social, parce qu'il y a une connotation idéologique que je voudrais éviter. Mais si vous voulez, tous les services qui sont rendus au sein d'une société, qui sont transverses et qui permettent de créer cette cohésion sociale. Et puis un troisième... religieux-spirituel. Voilà, religieux et spirituel, parce que effectivement, les courants religieux, je vois mal comment on pourrait ne pas leur accorder une certaine représentation. Donc chacun des corps intermédiaires se rangerait dans ces 3 thématiques. C'est ça, absolument. Avec le même nombre de corps intermédiaires par thématique pour absolument. éviter une surreprésentation, comme c'était le cas dans l'ancien régime où il y avait un déséquilibre entre clergé, noblesse et tiers-état. Voilà, où tiers-état était... mais surtout pour éviter la surreprésentation qu'on connaît avec le système des lobbies actuellement. Et donc ça serait ces corps intermédiaires qui proposeraient les lois désormais au gouvernement. Il existerait donc, selon votre système, des corps intermédiaires qui proposeraient des lois au gouvernement, que le gouvernement serait chargé de faire appliquer. Alors plus précisément, je pense que l'organisation des activités sociales, que ce soit des métiers au niveau économique ou que ce soit des activités d'enseignement ou de je ne sais quoi, enfin tout type d'activité qui rentre dans ce cadre prédéfini, pourrait très bien être autogéré et n'aurait pas besoin de générer des lois. Ça serait autogéré par l'organisme qui s'occupe de représenter ce domaine d'activité. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que je pense qu'un gouvernement doit être chargé de la mise en œuvre du droit commun. Et ça, ce droit commun, je milite personnellement pour la réhabilitation de la codification. Mais c'est une codification qui n'a pas d'exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit, comme on l'a vu avec le droit commercial, qui naît de façon à être exclu de ce droit commun. C'est-à-dire que tout est droit commun. Donc vous avez la façon de faire des contrats, vous avez l'organisation de la famille, de la vie générale en collectivité, vous avez surtout l'organisation de la responsabilité individuelle et collective. Tout ça, ça doit, si vous voulez, ça doit faire partie d'un corpus juridique qui est intégralement à refaire et qui doit être géré par le gouvernement. Alors effectivement, un droit commun à 2 branches, droit civil et droit pénal.
Oui, absolument. Le droit administratif disparaît, le droit commercial disparaît. Oui, parce que ce sont des droits d'exception et que j'estime, de toute façon, si je pense au droit des contrats, le droit civil et le droit administratif se rejoignent pour une bonne... Les fonctionnaires seraient donc traités comme des citoyens en fait, les fonctionnaires à part entière. ne sont plus comme régis par le droit administratif. Non, mais ça serait plus des fonctionnaires au sens où on l'entend aujourd'hui, si vous voulez. Ça serait des gens qui s'intègrent dans une organisation sociale et chacun trouve sa place sans avoir un statut. Si vous voulez, c'est pas le statut qui donne la place aux gens, c'est les gens trouvent leur place spontanément et ensuite la société évolue comme ça. Si vous voulez, le statut, droits acquis, tout ça, c'est quelque chose de relativement artificiel qui est né justement d'une organisation de la société elle-même artificielle qu'on a décrite tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut essayer de sortir des contingences idéologiques pour essayer de comprendre comment on pourrait, de façon spontanée, naturelle, rétablir un ordre qui permet à chacun de trouver sa place sans être accroché définitivement à quelque chose d'artificiel comme un statut. Parce que les choses évoluent, parce que on ne peut pas figer. En fait, tout ce qui vit n'est pas figé. Et à partir du moment où vous figez quelque chose, eh bien, vous tombez dans l'idéologie, en réalité. Donc, disparition du droit commercial et administratif unifié autour de ce que vous appelez le concept d'entreprise. Le nouveau concept juridique d'entreprise. Alors là, c'est pas tout à fait unifié. Le concept d'entreprise, c'est un peu différent du droit pénal ou du droit civil. Mais effectivement, je milite également pour le réinvestissement du concept d'entreprise et si vous voulez... qu'on avait déjà évoqué juridique, bien sûr. Ensemble sur votre livre mais La Nouvelle ça, c'est un Entreprise. vrai sujet, l'entreprise, et peut-être qu'il faudrait encore faire des développements dessus, puisque l'entreprise que je propose, en réalité, des gens y ont pensé avant moi, et c'est le modèle de participation que voulait imposer De Gaulle, et sur lequel il est tombé politiquement. Donc le sujet est vraiment dense et il est à la fois politique, économique et juridique. Je vous propose de faire une deuxième et dernière pause. Valérie Bugeaud, on reviendra dans une troisième partie donc, sur ces corps intermédiaires et les relations qu'ils entretiendraient avec le gouvernement et également sur la monnaie. À tout de suite. Toujours en compagnie de Valérie Bugeaud, nous évoquions donc la recréation, l'avènement de ces corps intermédiaires pour remplacer en quelque sorte le pouvoir législatif. Quelle relation ces corps intermédiaires entretiendraient avec le gouvernement ? Alors, dans ce que je propose, mais bon, d'autres peuvent proposer autre chose, effectivement, donc chaque type d'activité sociale s'auto-organise, sans que le gouvernement ait vraiment trop son mot à dire, excepté pour valider les règles finales et pour, de toute façon, assurer la justice. Parce que il faut comprendre à quoi sert un gouvernement. À quoi sert, au sens politique du terme, un gouvernement ? Il est pour ordonner ce que réclame la société. Exactement. Un gouvernement est là pour finalement arbitrer entre des intérêts divergents. Parce qu'une société, ce n'est quoi ? Ce n'est qu'une agglomération d'intérêts divergents, voire parfois antagonistes, différents et voire parfois antagonistes. Donc, un gouvernement, c'est-à-dire avec un chef d'État ou un roi, ou appelez-le comme vous voulez, ou un président, n'importe, la tête... Un arbitre. Eh bien, c'est un arbitre, en effet. Donc, il est chargé d'arbitrer entre les intérêts divergents. Donc, il est donc chargé de mettre en œuvre le droit. Mais le droit au sens droit commun, c'est-à-dire l'essentiel de la responsabilité des uns et des autres. Donc, la justice... la primauté du droit naturel. Ah oui, alors ça c'est autre chose, mais il doit élaborer son droit en
suivant des lignes de conduite qui doivent être celles du droit naturel. Et ça, j'ai écrit des choses sur le droit naturel. Il faut, c'est pareil, c'est comme l'entreprise, il faut réinvestir le concept de droit naturel. On ne peut pas se contenter de tout ce qui a été fait dans les siècles passés, même si c'est un socle sur lequel on peut avancer, mais aujourd'hui, il y a tellement eu d'évolutions techniques, technologiques, sociétales, que le droit naturel mérite d'être redimensionné, si vous voulez. Et alors ce chef de l'État et ce gouvernement voilà. ne travaillerait que sur les tâches régaliennes. Absolument, absolument. Donc assurer la sécurité intérieure et extérieure. Les entreprises d'État seraient à nouveau gérées par le privé. Ah non, alors vous avez, si vous voulez, vous avez tout ce qui demande une gestion sur du long terme. Je pense à des très grosses infrastructures. Oui, vous voulez un pouvoir multidécennal. Oui, absolument, parce que ça, il faut les mettre en œuvre, etc. Mais il faut aussi en assurer la continuité dans la gestion. Et donc là, le gouvernement doit avoir évidemment un droit de regard et un droit de responsabilité. Sur les grandes entreprises. Non, pas sur les grandes entreprises, parce que si vous suivez bien le schéma que je propose, en fait, les grandes entreprises, et c'est ce qui est évoqué dans mon livre sur la nouvelle entreprise, les grandes entreprises disparaissent. En réalité, ça devient des entreprises normales, de taille normale, pas des multinationales qui dictent leur conduite aux États, si vous voulez. Donc, je voulais insister là-dessus, parce que grande entreprise, ça veut tout dire et rien dire. À partir du moment où on supprime l'anonymat, tout le monde revient à sa place. Donc vous avez les entreprises qui agissent dans le cadre des fameux corps intermédiaires que certains ont appelés, je ne sais plus, collectifs d'intérêt. Pourquoi pas? Certains gilets jaunes ont appelé ça des collectifs d'intérêt. Ça peut s'expliquer, ça peut s'appeler comme ça également. Et puis vous avez la gestion des grosses infrastructures, la gestion et le financement des grosses infrastructures. Et là, effectivement, l'État doit avoir un droit de regard, mais enfin l'État au sens gouvernement doit avoir un droit de regard et un droit de gestion, puisque c'est le seul à pouvoir le faire, gérer des infrastructures très lourdes sur une longue période de temps. Alors, si vous voulez, ce gouvernement, il doit assurer la sécurité. Donc la sécurité, c'est la sécurité physique, mais c'est aussi la sécurité énergétique, c'est aussi la sécurité biologique. Vous voyez, ça a une conception aujourd'hui qu'il faut préciser. Donc ça veut dire assurer aussi la justice, parce que si vous n'assurez pas la justice, vous ne pourrez pas remplir votre rôle qui est de l'organisation sociale. Puisque une organisation sociale sans justice, c'est le chaos social. En réalité, les gens se font justice eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, tout est un peu lié. C'était les rois sous l'Ancien Régime qui rendaient la justice. Oui, alors, sachant qu'il y avait une justice retenue et une justice déléguée. Mais on peut reprendre cette idée de justice retenue et de justice déléguée, puisque effectivement, le gouvernement ne va pas pouvoir assurer toutes les formations juridictionnelles nécessaires pour résoudre le moindre litige dans la population. Mais effectivement, il faut que en dernier recours, ce gouvernement puisse reprendre un procès en équité. Si le cours de la justice ordinaire déléguée n'a pas été satisfaisant pour les parties, elles doivent avoir un droit de recours ultime vis-à-vis du gouvernement, de façon à ce que celui-ci puisse juger en équité. Donc un gouvernement qui doit gérer les fonctions régaliennes de l'État, donc à savoir la police pour l'intérieur, l'armée pour l'extérieur, la justice et enfin évidemment la monnaie. Est-ce que la monnaie est pour vous une fonction régalienne? Absolument. Est-ce que la monnaie doit être le pouvoir de l'État ou doit-elle être dirigée, en tout cas encadrée par une banque centrale qui serait indépendante? Non, alors j'ai beaucoup écrit sur les banques centrales et en particulier je crois que tout le monde doit avoir compris maintenant ce que signifiait le terme indépendant. Elles sont indépendantes du pouvoir politique, mais absolument pas du pouvoir économique. Donc évidemment, je milite pour le retour dans le giron politique de la gestion monétaire. Et ça, c'est la condition sine qua non à tout le reste. Donc, de l'émission et de la gestion et de l'organisation de la monnaie, effectivement. C'est un pouvoir régalien qui doit le redevenir. Et c'est un pouvoir, quand on dit régalien,
toute la question est dans la légitimité du pouvoir qui est derrière. Donc quand on parle de gouvernement, depuis le début, j'espère que les auditeurs ont bien compris qu'il s'agit d'un pouvoir politique légitime, c'est-à-dire qui est une émanation, si vous voulez, de la population, des corps intermédiaires et de la population. Vous dites que le gouvernement, justement, émane des corps intermédiaires. Absolument. Je pense qu'on peut imaginer un système dans lequel les corps intermédiaires proposent un gouvernement et que ce gouvernement soit, in fine, chaque proposition émanant des trois ordres politiques économique, nouveaux, non économique et religieux. Économique, service et spirituel, que ce gouvernement puisse être validé par un vote populaire auquel tous les Français en âge de voter participeraient. Ce que vous gardez de mieux, je disais tout à l'heure, des régimes monarchiques et républicains, vous gardez donc le référendum en abandonnant donc cette séparation du pouvoir. Absolument. Et j'insiste aussi sur le fait que les corps intermédiaires qu'on a évoqués sont régis par le système du mandat impératif, bien entendu. Alors, les gens qui représentent chaque corps intermédiaire vis-à-vis du pouvoir politique, c'est-à-dire vis-à-vis du gouvernement, sont régis par un mandat impératif. C'est-à-dire que la base contrôle toujours son mandataire. Voilà. Donc, pour revenir rapidement et pour terminer, Valérie Bugeaud, sur la monnaie fondamentale, donc vous dites la monnaie doit être le reflet de l'État qu'elle représente. Oui, absolument. La monnaie, c'est comme le principe politique a été complètement subverti et abandonné à des mains privées, c'est-à-dire dans des mains qui représentent des intérêts uniquement privés. La monnaie, en réalité, c'est pas ça. Elle n'est pas née comme ça. La monnaie est une institution. La monnaie est une... Et pas un bien. Non, la monnaie n'est pas un bien, c'est une institution sociale chargée de favoriser le développement des échanges. C'est un moyen, c'est pas une fin. C'est un moyen, et c'est un moyen de l'ordre pour fluidifier, du maître, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, ça fluidifie les échanges. C'est une unité de mesure de la valeur. Comme le maître est une unité de mesure des distances, si vous voulez. Et comme toute unité de mesure, elle doit être étalonnée. Et comment est-ce qu'on étalonne une monnaie ? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'une monnaie qui sert à des échanges qui peuvent être des échanges de services doit être étalonnée sur des biens matériels tangibles ? Eh bien, c'est relativement incohérent. Une monnaie et le reflet de la richesse d'un État. Ouais. Et la richesse d'un État, c'est pas seulement des richesses en termes de sous-sol minier, si vous voulez. C'est aussi des richesses en termes d'humains. Au retour de l'étalon or. Mais l'étalon or n'est pas, si vous voulez, d'abord ça a été le moyen utilisé par les banquiers pour mettre la main sur la monnaie et sa gestion, sa création, etc. Donc ça, déjà, historiquement, c'est quand même assez plombé. Deuxièmement, si vous voulez, une ressource minière, c'est physique. Si vous avez un développement économique conséquent et que votre stock d'or ne va pas être suffisant pour... On peut augmenter le prix de l'or. Mais le prix ne changera rien. Vous pouvez augmenter le prix, mais c'est de la spéculation. Ça ne va rien changer à la quantité dont vous disposez. Le problème, c'est qu'à partir du moment où une monnaie est un bien matériel, elle est soumise à spéculation et soumise à accaparement. Et ces deux éléments-là la rendent antinomique avec sa vocation politique initiale qui est de fluidifier les échanges. Parce qu'à partir du moment où c'est accaparé, ça ne circule pas. Et donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour fluidifier les échanges. Donc en réalité, il y a des antinomies profondes dans la conception monétaire actuelle qu'il faut effectivement mettre à jour. Donc sur quoi la monnaie doit-elle être adossée si ce n'est pas sur l'or ? La monnaie est le reflet d'une économie, c'est-à-dire le reflet... D'une confiance alors ? Elle est adossée sur la confiance parce qu'elle est le reflet d'une société. Et une société n'est pas faite que de richesses minières, ni en or, ni en pétrole, ou ni en je ne sais quoi. Une richesse sociale, c'est aussi la qualité des individus qui composent cette société, la qualité, leur santé. Adossée à la puissance d'une société saine, en fait. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus aller à la banque et donner son billet et récupérer une once d'or. Aujourd'hui, la monnaie est bien adossée sur la confiance en la société
société. Or, la société, aujourd'hui, elle est... Oui, la confiance a été plus que mal placée, si vous voulez, parce que, justement, les gens, sans le savoir, ont placé leur confiance sur des intérêts privés qui ne représentaient pas les intérêts collectifs. Vous dites, Valérie Bugeaud, la santé d'un État permettra de déterminer la valeur de sa monnaie. Oui, effectivement, donc, mais quand PIB on parle de et le santé, PNB ne sont plus pour vous des outils qui permettent d'évaluer la richesse, le bien-être d'un pays. Non. Bon, enfin, sur le PIB, j'ai aussi écrit des articles. Je dirais que le PIB est extrêmement contestable. Et de toute façon, la qualité d'une société ne peut pas s'évaluer en termes de création de biens matériels. Enfin, non, c'est pas possible. Si vous voulez, qu'est-ce qui fait la richesse d'une société? C'est la compétence de sa population, c'est son état de santé, c'est la qualité de son environnement, je pense en termes de pollution notamment, parce que si vous avez des sols, de l'air et des eaux polluées, la société ne sera pas en bonne santé, donc elle ne va pas pouvoir développer ses talents, ses compétences. Donc si vous voulez, c'est tout un ensemble de choses qui font que, à un moment donné, une société est plus ou moins performante par rapport à une autre. Alors effectivement, si elle a des richesses minières, ça s'ajoute et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais ce n'est pas exclusivement les richesses minières qui doivent faire la qualité d'une société et que la monnaie doit refléter. C'est pas possible. Vous dites à terme, ça n'est pas une option sérieuse. Dernière question, Valérie Bugeaud. De quelle manière donc cette monnaie doit-elle être émise et dans quelles conditions elle doit circuler? Elle doit être émise par un gouvernement politique légitime, comme on en a déjà parlé. Et comment doit-elle circuler? C'est une véritable question. Je pense que le problème n'est pas tant la circulation monétaire que, en réalité, son contrôle. À partir du moment où vous avez une circulation monétaire, même dématérialisée, dans des mains attentives à, si vous voulez, au bien public et au développement de l'ensemble de la société, que ce soit matériel ou pas matériel, la monnaie, qu'elle soit matérialisée par un concept tangible ou qu'elle soit totalement dématérialisée, n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment le contrôle ou la capacité de contrôle de cette émission monétaire. Valérie Bugeaud, merci d'être venue sur le plateau de TV Liberté. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage. On l'avait déjà traité, mais en tout cas, on n'avait pas traité la fin de cet ouvrage, donc qui s'intitule « De nouvelles institutions pour un nouveau départ ». Voilà les raisons cachées du désordre mondial. Valérie Bugeaud, merci d'être venue sur le plateau de TV Liberté. Merci beaucoup à vous.